Le burn-out, c'est pas simplement une maladie professionnelle, c'est une maladie d'une société qui nous oblige en permanence à être dans la performance et qui en a oublié le sens de la vie. On ne devrait pas, en fait, donner le pouvoir à ceux qui ont envie d'être au pouvoir, mais plutôt à ceux qui n'en ont pas envie. Je pense que ça changerait absolument tout. J'ai un côté artistique en quelque sorte, et c'est vrai que voilà, il y a une partie de moi où je me dis peut-être que plus tard j'ai envie de la développer. Est-ce que ce serait avec un cirque et des enceintes qui diffusent directement dans le subconscient des gens? Je ne sais pas. 10 minutes pour sauver le monde. Salut tout le monde, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, un podcast de So Good qui ne dure pas vraiment 10 minutes et qui ne sauvera probablement pas le monde. Moi c'est Romain Salas, journaliste de retour en podcast filmé pour gloser en full résolution avec celles et ceux qui rendent le monde un peu moins pire. Aujourd'hui on reçoit une figure de la nouvelle garde journalistique, j'ose le dire. Elle est responsable du pôle écologique chez le média indé Blast, connue pour ses interviews bien troussées et ses questions décochées à bout portant. Salut Paloma. Salut. Dans tes entretiens, tu parles beaucoup d'écologie, Paloma, mais pas seulement, tu parles aussi politique, société, démocratie. Si tu devais choisir une veste pour représenter tes idéaux, est-ce qu'elle serait verte comme celle de Marine Tondelier ou plutôt style ouvrier, cravate rouge ? Je pense qu'elle serait bleue, parce que le bleu c'est ma couleur préférée. Et ça permet de matcher avec le bleu de travail en plus. Exactement. Paloma, ensemble, on a une demi-heure pour rendre le monde un peu moins pire. C'est parti. 10 minutes pour sauver le monde. Pour commencer, Paloma, j'aimerais parler de ton rapport à l'information. C'est pas simple déjà en tant que citoyen de s'informer. On parle beaucoup de fatigue informationnelle, même d'exode informationnel. C'est tout aussi compliqué en tant que journaliste, d'autant plus dans notre génération sensible aux enjeux de santé mentale. Toi, Paloma, comment tu gères ta relation à l'info? Plutôt fusionnelle ou plutôt pondérée? En tant que journaliste, c'est difficile de toute façon de ne pas être un peu sans cesse connecté à l'état du monde et à l'actualité. Maintenant, il y a évidemment des périodes où je ne déconnecte jamais, c'est-à-dire des périodes qui vont être très intenses, type les négociations, les moments de négociation climatique, les moments de grands sommets, le moment des législatives qu'on a vécu récemment, les élections aux États-Unis. Donc ça, c'est des moments où je suis un peu perfusée à l'information. Exactement, et c'est pas toujours évident d'ailleurs parce que évidemment que voilà, nous en tant que journalistes on va creuser, on va découvrir encore plus de choses. Donc quand on a l'impression que voilà, Donald Trump a un peu fait le tour de toutes ses outrances, mais en fait on découvre une nouvelle vidéo, une nouvelle phrase choc, et donc il faut faire avec en quelque sorte. Et il y a aussi des moments où je suis capable de déconnecter, en tout cas un minimum le week-end, le soir, parce que je pense que sinon on s'en sort pas, parce que malheureusement, tu l'as dit, moi je travaille sur les questions démocratiques, politiques, écologiques, beaucoup aussi sur les questions liées au féminisme. Et malheureusement, sur tous ces fronts-là, ces derniers mois, les nouvelles ne sont pas très très bonnes. Et donc, quand on passe notre temps à parler de l'international d'extrême droite, de violences faites aux femmes, d'inceste, du chaos climatique, c'est aussi très difficile d'être confronté que à ça et d'avoir du mal à voir tout ce qui existe aussi par ailleurs en quelque sorte. On a presque le sentiment parfois de dissocier entre ce qu'on fait dans notre métier puis ce qui se passe parfois le week-end lorsqu'on est off entre guillemets. Est-ce que tu gardes c'est pas pour autant que je pars en avion à Barcelone par exemple. Évidemment. Est-ce que tu gardes par exemple tes notifications push quand tu es en congé? Est-ce que ça t'arrive de checker tes mails dans ces moments-là? Ouais, j'ai un petit peu du mal à déconnecter, mais en général ce que je fais et notamment pendant l'été, c'est que je fais vraiment une grosse déconnexion où pendant au moins 2 semaines je coupe de tous les réseaux sociaux et ça m'empêche pas par ailleurs d'aller lire des articles sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, mais c'est pas la même chose parce que je le choisis et de toute façon moi je n'ai pas de base de notification par exemple pour mes réseaux sociaux ou même mes messageries parce que sinon je deviendrais folle. Ouais, c'est désactivé. Ouais, le cerveau en mode avion peut-être pas, mais au moins le portable. L'écologie c'est aussi prendre soin de soi, de sa propre maison, pour revenir à l'étymologie du mot. Toi Paloma, tu as vécu un burn-out l'année dernière et sur France Inter récemment, tu faisais le parallèle avec le burn-out écologique, le fait qu'on dépasse les limites planétaires. Les deux vont de pair? Oui, complètement, et c'est notamment aussi ce qu'a démontré Nelly Pons dans son livre chez Actes Sud qui s'appelle Le Grand Épuisement, où elle fait ce parallèle-là, parce qu'elle a elle-même aussi vécu un burn-out
bien plus violent que le mien, parce qu'il a duré plusieurs années et qu'elle a carrément pu se lever en fait un matin, tellement elle avait épuisé son corps et sa tête. Et je pense que oui, on est dans une société, et c'est ce que dit le médecin Adrien Chaboch, c'est qu'en fait, le burn-out, c'est pas simplement une maladie professionnelle, c'est une maladie d'une société qui nous oblige en permanence à être dans la performance et qui en a oublié le sens de la vie. Et donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, on est obligé de reconnaître à la fois qu'en tant qu'individu, on a des limites à ne pas dépasser et que notre planète a des limites. Il y a 9 limites planétaires, il y en a 6 qui ont été dépassées. Ce qui n'est pas très très bon, puisque ce sont plutôt des limites pour préserver les conditions d'habitabilité de cette planète. Donc normalement, on ne devrait pas les dépasser. Et on a tendance en fait à penser en tant qu'être humain, et surtout dans des métiers comme les nôtres, qui sont on a de la chance, on fait des métiers qui sont passion en quelque sorte, qu'on a choisi. C'est évidemment pas le cas de tout le monde. Et ce sont des métiers dans lesquels on travaille énormément et on a tendance à s'oublier et à épuiser ses ressources. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec le système Terre en quelque sorte. Et le pire, c'est que les métiers dans lesquels il y a le plus de burn-out, c'est aussi les métiers du soin, par exemple, les infirmiers, les infirmières, donc les personnes qui prennent soin de ceux qui sont malades aujourd'hui et qui sont en plus souvent et de plus en plus malades du fait de notre système en fait agroalimentaire, des pesticides, de la pollution de l'air, etc. Et donc on est dans une sorte de cercle vicieux, et je pense qu'il faut vraiment le couper, le ralentir. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans ma chronique, c'est que je pense qu'il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de à la fois comprendre qu'on a des limites à pas dépasser, et aussi de se demander où est-ce qu'on a envie de réellement aller et comment est-ce qu'on peut y aller. Et c'est ça aussi en fait un burn-out, c'est un moment de dissociation où on se rend compte que le système qu'on a créé dans notre vie pour avancer tous les jours, il fonctionne plus, il est arrivé à épuisement, et donc il faut trouver en fait, il faut trouver une autre manière d'être au monde en quelque sorte pour pouvoir être bien et si possible heureux. Et donc c'est exactement ce qu'on doit faire aujourd'hui avec notre société. Et c'est déjà très difficile en tant qu'individu, mais au niveau planétaire, on n'imagine pas. Le burn-out, de façon qu'il soit biologique ou écologique, il est alimenté notamment par cette ère dite de la post-vérité, lorsque la vérité devient une opinion. Paradoxalement, on sent depuis quelques années une curiosité quand même assez croissante des gens pour les médias indépendants, ancrés à gauche, qui vivent souvent des dons ou des abonnements de leur lectorat. C'est le cas à Blast. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ça veut pas dire que la France se droitiserait peut-être pas tant que ça, finalement. C'est ça qui est compliqué, c'est que ça dépend aussi comment on regarde les choses. Et souvent, on a tendance à aussi un peu rester le nez collé à la page en quelque sorte, et à ne regarder que les chaînes d'information en continu. Et c'est vrai que quand on se dit que CNews est devenue la chaîne d'information en continu la plus écoutée par les Français, la plus regardée devant BFM, ce sont des signaux qui sont quand même assez alarmants quand on voit aussi l'augmentation des votes pour l'extrême droite, etc. Et à la fois, on peut regarder les choses autrement en se disant qu'on a une société civile qui est très 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 vivante. Il y a jamais eu autant d'associations en quelque sorte en France, et si aujourd'hui on a envie de défendre un combat quel qu'il soit, en fait on peut trouver une place. Et surtout les médias, on est un pays qui est en fait un peu une sorte d'exception dans lequel il y a énormément de médias indépendants qui se portent bien et qui ont des grosses audiences. Si je fais le parallèle par exemple avec le Royaume-Uni, l'un des seuls médias indépendants qui existe, c'est le Guardian, alors que nous on a des dizaines de médias indépendants. Et si je prends l'exemple de Blast que je connais le mieux, aujourd'hui nous on fait à peu près 20 millions de vues en moyenne par mois sur nos contenus vidéo, ce qui est énorme alors qu'on n'existe que depuis 4 ans. Essentiellement sur YouTube et sur Peertube, si on cumule les deux, mais c'est quand même essentiellement sur YouTube. J'ai envie de dire malheureusement, parce que ce serait bien aussi qu'il y ait de plus en plus de gens qui nous regardent sur Peertube, qui n'est pas une GAFAM. Mais ça raconte aussi quelque chose du fait qu'il y a une envie d'avoir un autre rapport à l'information. Il y a une envie en fait qu'on parie sur l'intelligence des citoyennes et des citoyens, et cette envie-là, elle se manifeste par le fait qu'il y a de plus en plus de dons aussi et d'abonnements à ces médias. Et je pense qu'il faut continuer, et il faut qu'on soit de plus en plus puissant pour concurrencer les médias mainstream et proposer un autre récit en fait de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. De plus en plus de médias parlent d'une bolorisation des médias mainstream avec un cadrage réactionnaire de l'actualité. Selon toi, quelle stratégie doivent adopter les médias, justement, les médias d'en face? Est-ce qu'ils doivent se cantonner à l'enquête, au reportage, au terrain, ou est-ce qu'ils doivent un petit peu entrer dans cette mêlée, dans cette bataille de l'opinion?
En fait, je pense que cette stratégie, elle est déjà en cours. Je rappelle juste rapidement qu'il y a 11 milliardaires aujourd'hui qui détiennent à peu près 81% des hebdomadaires généralistes et la moitié des audiences télé et radio, enfin qui ont une influence sur la moitié des audiences télé et radio. On a vu récemment que, par exemple, il y avait une désinformation climatique qui se normalisait dans les médias. Et comme par hasard, ce sont dans les médias privés que c'est le plus important. 85% des cas de désinformation étaient dans les médias privés, Sud Radio, CNews. Et donc, nous, face à ça, en tant que médias indépendants, il faut qu'on tienne et qu'on continue justement à informer de façon rigoureuse, de façon indépendante. Un des paris, nous, qu'on fait avec Blast, c'est aussi la prise de hauteur. C'est d'être sur le temps long, le temps moyen, donc de pas forcément réagir tout de suite directement à l'actualité, mais d'offrir en fait des outils intellectuels, des armes en quelque sorte pour analyser ce qui est en train de se passer et prendre du recul, que ce soit sur l'investiture de Donald Trump que sur le dernier scandale Nestlé. Et d'une certaine manière, on doit continuer à faire ça et ça fait ses preuves puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui abandonnent les médias traditionnels pour suivre les médias indépendants. Maintenant, je pense pas qu'il faille complètement abandonner les médias traditionnels. Il y a encore des médias publics qui font plutôt bien leur travail, mais simplement que chacun, chacune puisse avoir la possibilité de choisir son propre régime informationnel sans faire de burn-out informationnel non plus. Et aussi, justement, de pouvoir avoir cette liberté de confronter des points de vue. Mais nous, on va pas tomber, en fait, dans la médiocrité de ces médias privés, notamment, qui, pour ne pas finalement dépenser beaucoup d'argent, font des plateaux d'opinion avec des tautologues qui ne travaillent pas, qui ne connaissent pas leur sujet, qui ne citent jamais de chiffres, ne citent jamais de rapports. Enfin, je pense qu'il faut faire vraiment attention aussi à ça dans ces moments-là. C'est qu'on a quand même un peu l'impression d'être au bistrot du coin et que tout le monde donne son avis. Le Parlement du peuple. Notre force, c'est aussi de travailler. En fait, on travaille énormément nos sujets, on revérifie chaque information parce qu'on a un sentiment de responsabilité par rapport aux personnes qui nous écoutent. Et je pense que ce serait bien que ce sentiment de responsabilité soit de plus en plus partagé dans notre profession, quoi. Ouais, c'est un débat intéressant que nous, on a également à So Good et même parfois à SoPresse. C'est finalement la tension, la jonction qu'il peut y avoir entre l'information et l'opinion. Et un exemple que je trouve intéressant, moi, c'est une émission que je suis beaucoup à Blast, c'est Rhinocéros. On s'en était parlé au téléphone. Il y a du fond, il y a du travail, il y a beaucoup de sources et puis il y a aussi de l'opinion qui est assumée. Il y a un jonglage entre du journalisme, des codes plutôt journalistiques et une forme de militantisme. Est-ce que c'est complémentaire avec un travail purement journalistique pour toi? Parce que certains, peut-être d'une plus vieille école, pourraient considérer qu'ils ne parlent qu'à ceux qui pensent comme eux. C'est une émission de critique des médias qui peut déranger à certains moments les personnes qui pensent que les contenus sur CNews et BFM ou LCI sont toujours absolument parfaits et d'une rigueur journalistique totale, mais qui montrent en fait à quel point le traitement médiatique d'un certain nombre de sujets sont complètement biaisés. Par exemple, une des dernières émissions a montré comment le procès à la fois de Nicolas Sarkozy et celui de Marine Le Pen a été traité de façon totalement biaisée dans les médias, c'est-à-dire que les médias n'ont pas suivi ces procès sur le long cours, c'est-à-dire ils n'ont pas suivi ces affaires, ils n'ont pas permis en fait à l'opinion publique de comprendre ce qui se passait réellement. Et au moment du procès, notamment de Marine Le Pen, et on l'a traité avec Salomé Saké dans une autre vidéo sur Blast, en fait le seul sujet a été l'inéligibilité et pas les faits qui étaient reprochés et la gravité en fait de ces faits et l'affaire en soi. Je rappelle 4 millions d'euros détournés. C'est énorme en fait. Et donc évidemment que nous, sur Blast, on a une diversité de contenus, c'est-à-dire qu'on a à la fois des contenus purement journalistiques, donc des chroniques, des entretiens, des décryptages, et à la fois, on a aussi des chroniqueurs qui vont faire des contenus qui sont plus éditorialisés, et je pense que tout ça est très complémentaire, parce que on va aussi avoir, par exemple, Paco Mtielman qui va faire des contenus beaucoup plus liés à l'univers de la fiction, à l'histoire, et parfois, des personnes qui sont fascinées par les contenus de Paco Mtielman vont arriver sur Blast et vont finalement se retrouver à regarder peut-être, j'espère, j'en sais rien, une de mes vidéos sur l'urgence écologique et vont mieux comprendre en fait toutes les implications politiques, philosophiques autour de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les vases communicants. Exactement. Ouais. On le sait, Twitter a cessé de gazouiller depuis un moment. En parallèle, de plus en plus de médias mainstream sont entre les mains de quelques milliardaires, tu l'as dit. Dans ce contexte, est-ce que le salut des médias indépendants, il passe aussi par la coopération? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête à Blast? Est-ce que vous bossez avec d'autres médias? Est-ce que c'est quelque chose qui est en perspective, en chantier chez vous? Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Ça nous arrive déjà souvent d'être aussi ensemble sur des festivals,
des événements, on parle entre nous, on s'invite aussi parfois quand justement Mediapart a fait une super enquête sur telle ou telle émission et je pense qu'un des meilleurs exemples de ça, c'est à la Fête de l'Humanité. Le village des médias. Il y a eu ce village des médias indépendants qui a commencé à être créé et ça c'est génial parce que ça permet aussi à un maximum de personnes de connaître la diversité de ces médias indépendants et de les suivre, les soutenir et tout ça était parti en fait des événements qu'on a organisés au moment du premier tour et du second tour des législatives, Place de la République à Paris, avec tous les médias et l'équipe de la Fête de l'Humanité pour résister à l'extrême droite. Et donc on avait invité aussi bien des syndicalistes, des personnalités du monde associatif, des experts, des expertes, et il y avait aussi des concerts, et c'était un moment qui était très très beau et qui était un grand moment d'éducation populaire en quelque sorte, et en même temps de fête. Et peut-être qu'on a aussi besoin de mixer les deux de plus en plus aujourd'hui. Paloma, on arrive au milieu de l'émission, c'est l'heure de notre petit jeu dilemme. Tu préfères ? Tu préfères ou tu préfères ? Est-ce que tu as déjà joué à Tu préfères, Paloma ? Oui. Ouais, évidemment. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un dilemme où il faut faire son choix entre deux réponses. Par exemple, Paloma, est-ce que tu préfères parler toutes les langues de l'humanité ou pouvoir parler à n'importe quel animal, ton chat, ton chien, ton cochon d'Inde ? C'est dur. C'est dur. Toutes les langues de l'humanité, quand même. C'est le petit esprit Babel là, qui revient. Ce que je te propose là, c'est un Tu préfères spécial actu. Mm-hmm. Tu vas devoir choisir l'actualité que tu préfères parmi celles que je te propose. T'es prête ? Oui. Est-ce que tu préfères que la pollution de l'air ait été divisée par 2 en Île-de-France ces 20 dernières années, ou qu'une pilule contraceptive pour hommes sans hormones et sans effets secondaires soit bientôt commercialisée ? La tension entre air pur à Paris et contraception masculine potentiellement mondiale. Waouh. C'est dur. L'enjeu est j'ai terrible. quand même... En fait, le truc, c'est que bon, les deux sont réels. Les deux sont Donc, réels. je crois que j'ai quand même envie de dire contraception masculine parce que c'est pas normal que ce soit encore en 2025 les femmes qui portent la charge contraceptive. Et moi, je pense toujours en termes d'impact. Et si l'impact est mondial, ça m'intéresse un peu plus, même si je trouve ça aussi super que la qualité de l'air s'améliore à Paris. Ouais. Évidemment, on ne sait pas si les hommes vont s'emparer tout de suite de cette pilule. Mais en effet, il existe bien une pilule contraceptive pour hommes sans effet secondaire qui s'appelle YCT 529. C'est assez fou qu'ils aient développé une pilule sans effet secondaire pour les hommes, alors que les femmes ont des pilules avec des effets secondaires depuis des années. Le prodige du patriarcat, on dira. Alors en réalité, elle n'a pas encore été commercialisée, mais elle vient de passer la première phase d'essai clinique aux États-Unis, qui est la phase la plus difficile à passer. Et évidemment, la pollution de l'air en Île-de-France a bien été divisée par 2 entre 2005 et 2024. Deuxième dilemme, Paloma, tu préfères qu'Elon Musk perde 8 milliards de dollars en une journée et qu'il soit sur le point de quitter le département d'efficacité gouvernementale américain, le fameux DOGE, ou que Marine Le Pen soit condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate? Je préfère que Elon Musk soit sur le point de quitter le Doge. C'est évidemment pas certain, mais quand on voit... et le problème aussi dans ces cas-là, c'est que Elon Musk est le symbole de quelque chose. C'est un symbole très très fort, mais il est très possible qu'il soit remplacé par quelqu'un qui a exactement la même idéologie. C'est un peu tout le souci. Mais quand on voit toute la violence en fait qu'a créé le Doge, on appelle quelques mois depuis l'investiture de Donald Trump, avec les attaques répétées sur les universités, la recherche, et en fait tous ces budgets qui ont été coupés, qui sont absolument essentiels, que ce soit sur la recherche épidémiologique, que la recherche sur le climat, c'est gravissime. Donc s'il est possible de revenir en arrière, je pense que ça aurait un impact juste déterminant sur la recherche et sur l'humanité de façon générale pour les prochaines années. Alors, une vraie réflexion d'ordre de grandeur qui s'applique à ces dilemmes, bravo. Elon Musk, il a donc bien perdu 8 milliards en une journée, c'était après l'annonce de hausse des droits de douane, je vais y arriver, et il est visiblement sur le point de quitter le Doge à cause des déboires financiers de son entreprise Tesla. Et quant à Marine Le Pen... Non, c'est aussi parce qu'il il dit qu'il est trop attaqué par les woke. Oui, évidemment, qui sont une armée extrêmement puissante. Et pour la Marine Le Pen, elle a donc bien été condamnée à l'inéligibilité. Et d'ailleurs, il y aura un procès en appel à l'été 2026. Exactement, à l'été 2026, je me perds dans mes notes. Troisième et dernière question, Paloma, tu préfères que de jeunes millionnaires américains pro-vie organisent une course de spermatozoïdes pour sensibiliser au déclin de la fertilité des Blancs, ou que des influenceurs d'extrême droite organisent un week-end de rencontres amoureuses à $10 000 l'entrée pour repeupler la Terre?
Donc, il y en a un côté cours de sperme suprémaciste et de l'autre Adam et Ève. Mais là, c'est pas du tout des bonnes nouvelles, du ça. crime. C'est pas des bonnes nouvelles. C'est la partie un peu plus absurde de fin de jeu. Waouh. Soit la course de sperme, soit Adam et Ève version suprémaciste. Les rencontres amoureuses, puisque de toute façon ça existe déjà et que la plupart, beaucoup de personnes quand même se mettent avec des gens qui pensent comme eux. Évidemment. Donc Le confort. ça n'aura pas d'impact, je pense, particulier. Et d'ici à ce qui repeuple entre guillemets la planète, on n'y est pas. Et d'ailleurs, sachant que tout est vrai, hein, même si en effet c'est pas des bonnes nouvelles, il y a en effet des adolescents américains qui vont organiser un week-end de date pour ultra riches dans l'espoir que des femmes et des hommes s'y rencontrent et s'y marient, parce que sur place il y aura un curé. Et de l'autre info, elle est réelle aussi, des influenceurs de la tech masculiniste organisent une course de spermatozoïdes à Los Angeles le 25 avril. Pas de panique, ça sera retransmis en direct. Allez, on referme les dilemmes pour en ouvrir d'autres dans cette deuxième partie d'émission. Des dilemmes qui touchent à la démocratie. C'est une notion que tu travailles depuis un long moment, Paloma, notamment parce que tu es membre du collectif Mieux Voter. La démocratie, il y a beaucoup à en dire, souvent en mal, hélas, mais il y a aussi du bon, tout un tas d'idées, d'initiatives locales méconnues. Parmi elles, une que tu connais bien, que tu défends bien, le jugement majoritaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi ça peut transformer notre rapport aux élections ? En fait, le jugement majoritaire, c'est une méthode de vote alternative qui a été pensée par Michel Balinski et Rida Laraki. Et l'idée, c'est de changer complètement la manière dont on appréhende le vote, parce qu'aujourd'hui, on vote au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, à la grande majorité du temps, si je prends les élections présidentielles ou les élections de délégués de classe au collège, on va dire. Et en fait, on n'a pas vraiment la possibilité de dire ce qu'on pense de tous les candidats ou les candidates, et donc on va simplement voter pour une personne, et on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière ce vote. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du dégoût, du rejet, du dépit, une adhésion immense, etc. On ne le saura pas et on ne le sait pas au moment des élections. Et on se retrouve aussi à avoir souvent beaucoup de dilemmes, du vote utile, voilà. Et en fait, la possibilité qu'on a avec le jugement majoritaire, c'est que plutôt que de voter pour une seule personne ou une seule option, si c'est un vote différent, eh bien, on va évaluer toutes les candidatures à l'aide de mentions. Donc, à rejeter, suffisant, assez bien, bien, très bien, excellent. Et donc, la candidature qui va être retenue, dans le cas d'élections présidentielles par exemple, c'est celle qui va avoir la meilleure mention majoritaire. Donc en fait, si on résume, c'est celle qui va être la mieux évaluée par une majorité de personnes qui auront pu s'exprimer sur toutes les candidatures. Donc ça permet à la fois d'avoir une plus grande liberté d'expression pour les électeurs, les électrices, mais ça permet aussi d'avoir une meilleure photographie de l'opinion, de se rendre compte de où en est l'opinion. Et il y a même quelque chose qui est prévu par le jugement majoritaire dans certains cas, c'est que si l'essentiel des candidats ont une mention majoritaire à rejeter, eh bien il faut organiser de nouvelles élections, parce que ça veut dire qu'ils sont considérés comme extrêmement médiocres par la majorité des gens, parce qu'en fait mettre à rejeter comme mention sur un candidat ou une candidate, ça revient à voter blanc en fait. Ça me fait penser assez naïvement aux mentions qu'on avait sur nos bulletins scolaires, encouragement, félicitations, heureusement il n'y a pas à rejeter. Dieu merci. Ce qui est intéressant, c'est que ce jugement majoritaire, il peut s'appliquer à tout un tas de trucs, aux élections nationales, aux élections de délégués d'école, comme tu l'as dit. Mais ça se fait d'ailleurs, déjà dans des écoles, ça se fait aussi dans des universités, c'est un travail qu'on a mené avec Mieux Voter aussi pour ça. Parce que nous, on pense que la démocratie, c'est partout, tout le temps. Et donc, quand on est habitué à pouvoir donner son opinion, à pratiquer une autre façon de faire la démocratie, très jeune, très tôt, dans son entreprise, dans son université, dans son école, eh bien, quand on arrive aux élections et qu'on se dit, mais on a un système de vote qui est absolument archaïque, ça nous choque d'autant plus et on a d'autant plus envie de le changer. La question qui se pose fondamentalement aujourd'hui, c'est celle des règles du jeu, qu'on questionne jamais et qui sont totalement pipées. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de lutter contre l'abstention, étant donné qu'on ouvre une plus large palette d'expressions aux différents votants qui peuvent se rendre aux élections. Tu l'as dit, ça permet aussi de lutter contre peut-être le vote utile, une forme de tyrannie du vote utile. Donc c'est vrai que c'est quand même un dispositif très intéressant qui pour l'instant n'est pas appliqué à des élections, qu'elles soient municipales ou évidemment nationales. La deuxième méthode qui est intéressante, c'est l'élection sans candidat. Ça vient plus de la sociocratie, où chacun vote pour qui bon lui semble, sans candidat désigné au
préalable, on dépouille les votes, on débat des résultats et on peut réajuster le vote derrière si nécessaire. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas très connu, mais pourtant, il y a le Vatican, avec le pape qui est décédé récemment, le Vatican qui fonctionne ainsi, sauf que pour eux, il n'y a aucun cardinal qui peut réajuster son vote après. Par contre, en effet, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de discours. Alors, pas sûr c'est ce que montre très bien le film Conclave, d'ailleurs, qui est complètement d'actualité en ce moment. Et pas sûr que ça marche. Alors, pour tous les types d'élections, notamment les présidentielles, en revanche, pour les associations, les coopératives, les entreprises, ça peut marcher. Oui, et c'est pratiqué. Moi, ça m'est déjà arrivé dans certaines associations de faire des élections sans candidat. Et c'est très intéressant parce que souvent, ça permet de se poser la question plutôt du mérite que de la personne qui a envie d'être au pouvoir. Et souvent, on ne devrait pas, en fait, donner le pouvoir à ceux qui ont envie d'être au pouvoir, mais plutôt à ceux qui n'en ont pas envie. Je pense que ça changerait absolument tout. Et puis ça laisse la place à des femmes, surtout. À des femmes, à des personnes qui peuvent être davantage timides ou qui n'ont pas les mêmes aisances oratoires. Autre outil que tu connais bien, Paloma, donc le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui a été pas mal prôné par les Gilets jaunes en 2018-2019. Et il y a un homme qui l'explique très bien, c'est un monsieur en gilet jaune, on n'a pas son nom, il est interviewé par France 3 Hauts-de-France. Nous, ce qu'on demande, c'est un RIC qui soit constituant, qui soit légiférant, qui soit abrogeant et qui soit révocatoire, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir proposer des lois, mais des lois qui puissent être inscrites dans la Constitution, pas seulement des lois qui vont concerner le clocher de notre église ou l'enseigne de la pharmacie. Voter des lois et pas simplement celles qui touchent au clocher de l'église, à l'enseigne de la pharmacie, c'est assez bien résumé. C'est ça que permet notamment le référendum d'initiative citoyenne. Bien sûr, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre, et ça a été assez peu dit, je trouve, que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement pour plus de démocratie. C'était un mouvement pour dire, en fait, on a envie d'avoir notre mot à dire dans les décisions publiques, dans les décisions qui nous concernent, puisque justement, cette taxe carbone a été mise en place et que pour nous, c'est juste pas possible de payer aussi cher notre essence quand on a du mal à finir le mois. Et donc, d'avoir une vraie prise en compte, en fait, des citoyens dans la façon dont la loi est pensée, dont le pays est organisé en quelque sorte. Et il y a des propositions qui sont aussi hyper intéressantes de RIC délibératif. Donc en fait, c'est l'idée par exemple d'avoir une assemblée citoyenne tirée au sort qui va travailler sur un sujet spécifique. Ça pourrait être par exemple quelles sont les alternatives à la taxe carbone et comment est-ce qu'on réduit le nombre de voitures en circulation aujourd'hui en France pour réduire la pollution de l'air, pour réduire les émissions de CO2, etc. Et derrière, en fait, d'avoir une proposition qui est proposée à référendum à toute la population et qui puisse être appliquée directement. Donc il y a plein de manières en fait de penser le référendum d'initiative citoyenne, mais le plus intéressant dans tout ça, c'est d'initiative citoyenne. C'est-à-dire qu'on renverse aussi le rapport de force. Ce sont les citoyens, s'ils sont suffisamment mobilisés, suffisamment nombreux, qui peuvent avoir un impact sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Est-ce qu'en France, on n'a pas de RIC à proprement parler? On a un RIP, le référendum d'initiative partagée. Il nécessite quand même la signature d'un dixième des électeurs français. Ça fait 4,5 millions de personnes, c'est beaucoup. Et pourtant, en Italie, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de la Suisse, mais en Italie, la Constitution elle prévoit qu'un scrutin soit tenu à la demande d'au moins 500 000 électeurs. On n'est pas du tout sur le même rapport. L'Italie, c'est nos voisins et pourtant la mesure elle paraît presque exotique pour nous. Pourquoi ? Mais c'est le cas aussi en Europe, avec le référendum d'initiative citoyenne européen, où c'est, il me semble, 500 000 signatures. 500 000. Il me semble, à vérifier. Mais évidemment qu'il faudrait abaisser ce seuil-là et voir comment on peut organiser les choses autrement. Mais souvent, c'est aussi décidé proportionnellement par rapport à la population, ces seuils-là. Mais 4,5 millions, c'est vrai que c'est énorme. Et l'un des seuls RIP qui avait débouché, c'était sur l'aéroport de Paris. Mais pour moi, c'est pas que ça. C'est qu'en fait, c'est de remettre de la démocratie dans notre vie au quotidien. Et c'est ça, finalement, le principe derrière le RIC. Et c'est ça qu'il y a derrière les votations suisses, par exemple, où les citoyens suisses ont la possibilité très régulièrement de voter, en fait, sur des initiatives qui proposent soit de changer la Constitution, soit de changer la loi. Récemment, par exemple, il y a malheureusement, les Suisses ont voté contre, mais il y avait une proposition pour inclure les limites planétaires dans l'économie suisse, en fait, et d'inscrire ça
ça dans la Constitution, ce qui aurait vraiment changé énormément de choses si on devait penser notre économie en préservant les limites planétaires. Donc c'est un peu cette question-là de comment est-ce qu'on fait en sorte qu'en tant que citoyennes et citoyens, on n'ait pas l'impression que le seul moment où on demande notre avis, et encore de façon totalement biaisée, comme je l'expliquais avec les modes de scrutin, c'est tous les 4-5 ans pour voter. C'est comment est-ce qu'en fait on se sent partie prenante d'un tout et d'une société. Ouais, et c'est justement une de mes dernières questions. En France, c'est vrai qu'on a cette culture comme une certaine verticalité du pouvoir qui est héritée notamment de Gaulle et de la Ve République, et on le sent bien d'ailleurs dans la culture référendaire qu'avait De Gaulle à l'époque. En France, on sent comme une frustration assez montante vis-à-vis justement des conventions citoyennes. On commençait à en parler tout à l'heure, ces assemblées de citoyens tirés au sort et qui débattent et formulent des propositions que les parlementaires doivent ensuite voter. Celle pour le climat n'a jamais été véritablement transposée. Celle pour la fin de vie, elle a récemment été scindée en deux, donc par François Bayrou, ce qui n'est pas très bon signe. C'est des échecs. Malgré tout, est-ce que tu vois ces conventions comme autant de petites vagues qui viendraient un peu se fracasser au mur du pouvoir? Est-ce que tu restes positif là-dessus ou... Je reste quand même positive parce que pour beaucoup de chercheurs et chercheuses avec qui j'ai discuté, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat en France est presque unique au monde parce qu'il y a eu 150 citoyens qui ont été accompagnés pendant 9 mois, qui ont été formés sur les sujets écologiques et qui ont proposé 149 propositions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre sans que ça pèse sur les plus démunis. C'est gigantesque quand on y pense. En fait, ils ont proposé finalement une sorte de planification écologique, un plan, en tout cas une première partie de plan pour s'en sortir face à l'urgence climatique actuelle. Il n'y a que 12% des propositions de la Convention citoyenne qui ont été reprises sans filtre et la grande majorité ont été détricotées, donc en fait ont perdu de leur impact. On peut citer par exemple la mesure qui visait à remplacer les lignes intérieures d'avion s'il y avait une alternative en train en moins de 4h30, donc ça a été remplacé par 2h30, puis après ils ont fait des décrets pour changer les choses, donc en gros ça concernait même pas 2 ou 3 lignes, donc l'impact CO2 ou autre est assez peu important, mais je pense aujourd'hui que déjà ces propositions elles sont toujours existantes, elles sont sur le site et je vous invite à aller les regarder, et donc n'importe qui peut s'en saisir pour faire des propositions de loi, pour faire penser un plan en fait écologique pour l'avenir, et surtout l'important c'est de multiplier ces formats-là et de penser leur rapport au pouvoir. Le problème aussi, c'est d'avoir des innovations démocratiques comme ça, qui vont être, comme l'a été la Convention citoyenne pour le climat, beaucoup plus ambitieuses que tous les gouvernements avant elle, et qui vont rentrer dans une forme de radicalité qui va à l'encontre des intérêts privés, des intérêts économiques et des lobbies qui, aujourd'hui, font leurs lois. Et c'est ça tout le problème, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'enquêtes qui ont montré la collusion des lobbies avec les politiques et l'oligarchie, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau du gouvernement d'Emmanuel Macron. Et donc, c'est toute la question de l'intérêt général versus l'intérêt particulier, les intérêts privés. Et si ces initiatives-là se multiplient, je pense que ça peut avoir un impact, mais surtout, moi, ce qui me semble absolument essentiel, c'est que les citoyens et les citoyennes puissent s'en saisir. En fait, puissent savoir ce qui se passe dans ces conventions, puissent avoir les mêmes débats que les citoyens ont en hémicycle. Et pour ça, il y a un rôle des médias qui est essentiel, c'est-à-dire que pendant la Convention citoyenne pour le climat, on aurait dû avoir sur les plateaux télé les mêmes débats qu'avaient les citoyens de la Convention. Est-ce qu'il faut réduire la vitesse sur les autoroutes de 110 km/h? Comment est-ce qu'on réduit le nombre de pesticides dans l'agriculture? Et le problème, c'est que ça n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas aussi forcément eu cette rencontre, et d'une certaine manière, le moment où les citoyens français se sont rendus compte que les promesses les propositions de la Convention citoyenne avaient été trahies, c'était déjà trop tard pour se mobiliser. Et donc, il y a une nécessité, en fait, de faire circuler tout ça et d'avoir un lien avec le pouvoir dès le début pour être certain que les promesses, en fait, d'appliquer les mesures vont être réellement respectées. Ouais, pour éviter aussi ce sentiment presque de trahison, comme certains ont pu le ressentir, face à un engagement qui n'a pas été respecté, qui produit peut-être davantage de défiance encore vis-à-vis du personnel politique. Paloma, on se rapproche dangereusement de la fin de l'émission. C'est donc le moment pour moi de me transformer, si j'ose dire, en Madame Irma, Monsieur Irma, et d'imaginer 3 scénarios pour ta vie future. Est-ce que tu es prête? Oula, je sais pas. En mai 2028, Paloma, tu es toujours responsable du pôle écologique chez Blast, mais ton salaire, lui, a doublé, tout comme tes audiences. Bien sûr, chose rare dans le milieu de la presse, tu as des tickets resto et même des RTT qui te permettent de t'acheter chaque semaine du 7 ans grillé à Biocop, le rêve. À partir de 2031, tu te lances dans du docu-fiction biocentré pour Arte, sans jamais oublier tes racines bien plantées chez Spicy. Tu reçois parfois des SMS envieux de Hugo Clément ou de Martin Veil, ils aimeraient y participer.
En parallèle, tu fondes une association de théâtre à Saint-Ouen pour, je cite, décoloniser la scène et, je cite encore, rappeler à la bourgeoisie que Molière ne lui appartient pas. Ou alors, Paloma, nous sommes en novembre 2029, Blast a été racheté par le milliardaire catholique d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin avec la complicité d'Éric Ciotti, alors Premier ministre sous le quinquennat de Cyril Hanouna. Ouais, Wow. terrible. Au bout du rouleau, tu plaques tout. Journalisme, docu, théâtre, ticket resto, tout part à volo. Tu retournes dans les Hauts-de-Seine, à Boulogne-Billancourt, vivre en vase clos avec tes sœurs, ton frère, et ton disque dur 3 Tera que tu branches le soir pour revoir tes interviews désormais supprimées de YouTube. Tu apprends la langue des oiseaux, surtout celle de la fauvette Pichou qui vient gazouiller dans tes oreilles le matin. Ça te rappelle que Twitter a été transformé en Kickstarter pour entrepreneurs libertariens. Ou bien, Paloma, nous sommes à l'été 2033 et tu décides de devenir journaliste freelance pour rejoindre un cirque itinérant qui parcourt l'Europe en dirigeable solaire. Ouais. Tu te fais connaître dans le monde entier pour les psaumes écologiques en alexandrin que tu diffuses via un mur d'enceinte directement dans le subconscient des gens. Complexe, n'est-ce pas ? Détaillé. C'est donc les 3 scénarios qu'on a imaginé pour toi. Est-ce qu'il y en a un qui te botte plus que les autres ? Tu peux aussi faire un mélange des 3, hein, si tu veux à la fois faire des docu-fictions biocentrées tout en étant dans un dirigeable solaire, c'est possible. Ouais, ça peut aller. Mais en fait, d'une certaine manière, je pense que... Alors, évidemment, le deuxième, pas du tout. Être acheté par Pierre-Édouard Stérin, Éric Ciotti, Premier ministre, Cyril Hanouna, président, ouais. Là, je vois pas vraiment ça comme un avenir désirable. Sur dystopie. C'est le cas de peu de personnes. Mais d'une certaine manière, je trouve que ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas tant envie de savoir ce qui va nous arriver. Moi, j'ai pas envie de savoir où je serai en 2035. J'ai des petites idées, évidemment, parce que j'ai des projets en cours qui vont forcément... déboucher à un moment, donc voilà, je sais qu'en 2026, en 2027 à peu près ce que je ferai, mais au-delà non, et j'ai pas spécialement envie de savoir. Après, je pense que le premier scénario est celui qui me plaît le plus, mais en fait évidemment ce sera pas vraiment ça. Après, franchement, l'idée d'être dans une troupe de cirque, ou en tout cas de un jour, parce que j'ai fait du théâtre. J'ai fait du théâtre, j'ai été 6 ans dans une troupe qui s'appelle les Tréteaux Blancs, qui joue pour les enfants malades dans les hôpitaux. Je vous invite à aller les soutenir, j'ai même fait un documentaire sur eux. Et j'ai aussi fait du chant, et enfin voilà, j'ai un côté artistique en quelque sorte, et c'est vrai que voilà, il y a une partie de moi où je me dis peut-être que plus tard j'ai envie de la développer. Est-ce que ce serait avec un cirque et des enceintes qui diffusent directement dans le subconscient des gens? Je ne sais pas, mais en tout cas je pense que ouais, c'est important de développer cette partie-là de nous et de pas être que dans le rationnel tout le temps. 10 minutes pour sauver le monde, premier épisode, rideau. Merci Paloma d'être passée au micro de So Good. On te retrouve sur Blast pour des entretiens passionnants, toujours passionnants, et au micro de France Inter aussi, pour des chroniques dans l'émission La Terre au carré. Merci également à Eleonore Terry et Victoria Lemaire pour la préparation, et à Marc Limy et Sullivan Clabot pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ! 10 minutes pour sauver le monde.